C'était les bonnes nouvelles présentées par Roca Rolin Landung. Dans quelques instants, l'invité de Bon Matin Diaspora, Richard Osoma Lemois, un homme véritablement engagé. Il est né au Congo-Brazzaville et il vous racontera pourquoi nos intellectuels, nos dirigeants africains ont fait faillite. Bon Matin Diaspora, Eugénie Dieki. Le journal des diasporas africaines reçoit aujourd'hui Richard Osoma Lemois. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer? Je suis Richard Osoma Lemois, je suis originaire du Congo-Brazzaville et je suis écrivain et je réside en région parisienne à Fontenay-sous-Bois. Richard Osoma Lemois, vous avez quitté votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville, par choix, nécessité ou accident? J'ai quitté mon pays pour des études, pour venir faire des études en France. Et après la formation, je me suis sédentarisé parce que l'offre de formation en France a beaucoup évolué. J'ai fait mes études de droit, j'ai participé au stage humanitaire à Slubis, au siège de l'OTAN, en 92, quand Bernard Kouchner avait institué le droit d'ingérence humanitaire pour les États en conflit. Donc j'ai amélioré ma formation en droit humanitaire. Et du coup, on a fait aussi la participation à l'éclosion du droit de l'environnement. C'est là qu'a commencé à partir des années 92 la propagande pour l'écologie. Ça a commencé en 92, mais ça a pris de l'ampleur en 96. Et donc du coup, l'Afrique n'avait pas ces opportunités-là de formation. Et je suis resté en Belgique, en Pologne, en Allemagne, pour m'améliorer dans ces formations. Et du coup, les offres de travail, c'est plutôt en Europe. Mais donc, voilà, la raison pour laquelle j'ai fini par me sédentariser en Europe, en France notamment. Alors, parlez-moi de ce domaine de l'écologie qui est le sujet à la mode, qui est un sujet important, qui est un sujet plein d'enjeux. L'écologie, c'est quoi? Bon, je parlerai de l'écologie beaucoup plus sous l'angle de nos pays africains. L'écologie, aujourd'hui, c'est un facteur de développement parce que ça crée des emplois, ça crée des richesses, ça impacte sur notre façon de vivre. Donc l'écologie change notre manière de produire, de travailler, de vivre, de nous déplacer. Pour nos pays africains, nous pouvons rien faire parce que c'est une décision politique. Sauf que eux, en Afrique, ils prennent l'écologie que pour des conférences internationales et non pas pour des projets de changement de vie, de parking, d'emballage, de production. Ils ne prennent pas ça sur ce sujet-là. Donc du coup, pour nos pays africains, on continue à subir la pollution, l'industrialisation sauvage vers l'Asie du Sud-Est. Et nous, on demande que des financements pour accompagner tel projet, Donc l'écologie est très importante parce que ça permet à l'Afrique de faire un bond pour le développement, comme l'Afrique a fait un bond avec Internet. Parce que jusqu'en 2010, l'Afrique était à 0 gigaoctet. Et entre 2010 et 2016, l'Afrique est passée de 0 gigaoctet à 3G. Et aujourd'hui, il y a des grands pays qui sont à 5G déjà, l'Afrique du Sud, le Maroc, etc. Donc l'écologie, c'est un sujet très important. Pour l'Afrique, il faut qu'on regarde ça par rapport à la création des métiers, à l'accès au secteur de développement, aux nouvelles façons de travailler, de produire bien et rapide, à rattraper un peu les retards de développement et non pas la simple participation aux conférences internationales, aux COP, pour dire « Ah oui, la francophonie doit nous financer pour faire un point écologique. Ah oui, la francophonie doit nous financer pour faire un fond blanc au bassin du Congo, comme chez moi dans mon pays. » Voilà le sujet de l'écologie, comment il est important. Oui. Alors on en comprend l'importance. Vous dénoncez le fait qu'il y a beaucoup trop de réunions et pas d'action, mais pourtant, les pays riches sont des pays pollueurs. Est-ce que ça veut dire que les États africains, nos pays africains ne doivent pas demander de l'argent pour pouvoir mener leur politique stratégique pour l'écologie en fait? Le problème de l'Afrique, c'est pas l'argent. On peut donner 10 milliards par année pour financer un projet économique et écologique. Ils le feront pas. Le problème de l'Afrique, c'est ça part par la formation des intellectuels, des élites, que ce soit entrepreneuriale, associative, pour mener des projets sectoriels. En 2017, le Ghana avait innové.
Le Ghana a innové, le Bénin a innové en faisant l'industrie du savon à partir des produits recyclés. Et le Bénin n'employait que les femmes en 2016. Et le Cameroun a emboîté le pas. Mais ça s'est arrêté un peu parce qu'il y avait des élections. Ouais, c'est des petits projets sectoriels, développement durable, les produits, les secteurs verts, la forêt. Surtout nous au Congo, on a le bassin du Congo. On a 17 millions d'hectares à mettre en œuvre pour le tourisme d'un côté et pour préserver l'écosystème de l'autre avec des industries à la clé. C'est-à-dire entretien, export, renouvellement, stockage. Mais ça, on ne le fait pas. Donc, c'est pas des millions, c'est former des cadres, créer des secteurs clés en lien avec le développement durable. Et à ce moment-là, maintenant, les financements viendront pour accompagner. Parce que si vous donnez, si l'Union européenne donne, comme ils ont demandé à la dernière COP là, mon pays a claqué la porte à la dernière minute parce que mon pays, le Congo-Brazzaville, demandait des financements qu'on ne lui a pas accordé. Mais si on donne l'argent en l'état maintenant, quel est le projet écologique au Congo? Il n'y a pas. Richard Ossomal et moi est mon invité dans le journal des diasporas africaines. Autre question, est-ce que vous considérez jouer un rôle important ici en France pour votre pays d'origine, le Congo, Brazzaville? Bon, déjà, au Congo, en France, je ne suis pas représentant légitime du Congo. On a deux ambassadeurs. On a l'ambassadeur classique, le plus connu, qui est chargé des questions bilatérales, qui représente le Congo en Afrique. C'est lui qui a la légitimité d'agir pour le Congo. On a aussi un deuxième ambassadeur qui est à l'UNESCO. Cela, il intervient dans tous les organes multisectoriels. À ma moindre mesure, je suis écrivain, je véhicule juste des valeurs d'amitié entre les peuples, de respect des valeurs humaines et de coopération internationale décentralisée. Et donc le rôle que je fais, c'est accompagner l'épanouissement individuel en réduisant des inégalités à travers la culture du vivre. Parce que quand on est pauvre, pour ne pas vexer dans la délinquance, pour ne pas vexer dans ce qu'on appelle en psychologie les idées sombres, il faut se cultiver, il faut lire, rencontrer une histoire dans un livre. Ça vous permet de voir ce qui se passe chez les autres et ça peut vous aider aussi à vous élever. Et après, nous accompagnons cela par des projets de société comme la lutte contre la drépanocytose. On commence ici, après on termine au Congo et aussi la construction de la maison de la femme. Là, on n'a pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion de le dire, c'est mon deuxième projet pour le Congo. Créer un musée de la femme au Congo. C'est-à-dire les femmes qui ont contribué dans l'histoire du Congo, elles sont simplement gommées de l'histoire. C'est le propre des pays africains et surtout de la tendance baptiste. On parle que des hommes, des hommes, des hommes. Alors que les femmes, elles ont aussi joué un rôle à un moment ou à un autre de nos histoires, dans nos sociétés. Donc voilà ce que je fais. Et là aussi, la Maison de la Femme, avec un musée qui est dédié à la femme, je travaille depuis le 17 janvier 2020 avec mes partenaires français et pour pouvoir construire le bâtiment et avoir des loges et des stands de représentation. Et si nous parlions argent, business et investissement en Afrique ou dans le monde? Avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Cassons les tabous. Parlons pognon avec stratégie, détermination et compréhension des enjeux économiques et politiques. Tu es jeune ou moins jeune, de la diaspora ou du continent, rejoins-moi du lundi au vendredi de 14h à 16h, heure française, dans mes après-midi économiques, pédagogiques et géostratégiques. Je suis Patrice Dionce Pognon, un expert du digital et de la géostratégie africaine. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui parle pognon intelligemment.
Eugénie Dieki vous présente Bon Matin Diaspora sur l'Afrique d'une seule voix. Zeus, bonjour. Bonjour Eugénie, comment tu vas ce matin? Je vais très bien, comme tous les matins. Et j'adresse mon salut à toutes les personnes qui sont à Atchan, dans le village Atchan. Et ce matin, on parle de ces chefs traditionnels, donc de ces jeunes chefs traditionnels dont le défi, en fait, c'est de ramener de la population au village. On sait que dans les villages, en général, les gens partent du village parce qu'il n'y a pas forcément les conditions de vie idéales. Ils partent en ville ou ils quittent même le pays. Alors, quel est le défi pour un jeune chef traditionnel de gérer un village qui est dégarni, en fait, où il n'y a presque plus personne? Alors, c'est très intéressant, parce que d'abord, parlons du village aujourd'hui en termes réels. Il y a eu le mouvement des peuples. Il y a le mouvement des peuples. Il y a eu des déplacements de gens. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a des guerres. Par-ci, par-là, les gens se déplacent, Oui. ils vont s'installer dans le sud. Oui. Alors, le peuple Atchan accueille tout le monde. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a eu des ethnies qui ont quitté leur village, qui sont venus s'installer chez les Atchans. Mais depuis peut-être le XVIIIe siècle, et après, ces ethnies, ils parlent leur ethnie avec l'Atchan. Un mélange. On leur donne un autre nom. Et justement, lorsqu'ils parlent, tu as l'impression que ce n'est pas vraiment l'Atchan, mais c'est aussi l'Atchan. Ouais. C'est du créole, en fait. Il vient d'où? C'est un mélange, c'est du créole. C'est du créole. Oui. C'est un mélange, il fait du créole. Donc, ils deviennent comme des Atchans, on leur donne un nom comme par exemple là, ici. Ils sont comme des Atchans, ils épousent la tradition Atchan. C'est-à-dire que souvent dans les villages, il y a aussi des gens qui viennent du Mali qui s'installent. C'est intéressant parce qu'on leur donne le nom Moussa Kwasi. Moussa, Ça fait un beau mélange. Mais Oui. Moussa Kwasi, un beau mélange. Il y a Moussa Kwasi, si quelqu'un vient par exemple du Gabon,
quel est le nom populaire au Gabon? Dong. Dong. Dong Kwame. Ah ouais. Dong Kwame, on dit, mais comment il s'appelle? Il s'appelle Dong Kwame parce que ses grands-parents sont venus dans ce village, s'installer et ils ont épousé la culture, la tradition du village. Alors, au fur et à mesure, les enfants naissent, ils deviennent fils du village. Lorsque tu deviens fils du village, comme je suis fils de Adjaoui Koubé, juste à côté de l'aéroport, à 7 minutes de l'aéroport d'Abidjan, un village pittoresque qui s'appelle Adjaoui Koubé. Et moi, je suis originaire de Mans, dans les montagnes. Mais là, je suis le fils du village. Donc, on me donne un terrain, je m'installe, je participe à la vie du village et je suis un notable dans ce village. Tu t'imagines, ils m'ont même appris comment on attache le grand pagne sur le cou. Et tout. Oui, le fameux pagne. C'est magnifique. Le fameux pagne. En 10 minutes, j'ai pu essayer de masteriser ça et nous sommes partis à une cérémonie et tout le monde m'applaudissait, me dit, tiens, c'est beau ce que tu penses, c'est machin. Donc, je suis devenu le fils du village Adjaoui Koubé en tant que notable. Oui. Maintenant, les jeunes qui ont un défi à relever, non seulement, ils doivent faire vivre toutes ces populations, les populations qui sont parties dans la diaspora, qui ont quitté le village, ils se sont fait remplacer très vite par un mélange de populations qui viennent d'ailleurs. C'est très beau ce que tu nous dis ce matin, Zeus, parce que c'est très loin du discours des hommes politiques dans leur ensemble, mais des hommes politiques ivoiriens qui ont vraiment banalisé le concept de l'ivoirité. Quand on écoute ce que tu dis, on se rappelle que les populations accueillaient les autres et vivaient en bonne intelligence. Mais oui, ça a toujours été comme ça. Moi, par exemple, je suis né... moi, j'ai grandi à Trècheville. C'est à l'époque, dans les années 60, c'est un quartier qui abritait tous les députés de la Côte d'Ivoire. Et après, c'est devenu un quartier chaud. Mais dans ce quartier, il y a du tout. Il y a des gens qui viennent de Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Gabon. On est tous là-bas. Mais à fur et à mesure que nous, on grandissait, on est devenus les fils. Moi, je viens du Mans, en Côte d'Ivoire, avec celui qui vient du Nigeria. On est tous devenus les fils de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est intéressant chez les Hachans. Parce que alors, ils accueillent des gens, ils viennent, ils restent, ils deviennent fils du village, on leur donne des terres, et ils cultivent à l'époque. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de culture, comment est-ce que les jeunes se débrouillent pour essayer de faire avancer le village? Oui. C'est encore plus difficile parce que les structures sont plus corsées et les habitants ils sont d'origine diverse. Il faudrait accommoder tout le monde. Il y a tout le monde, l'affinité, il y a la manière de faire. Donc, ils essaient de ramener tout le monde à un dénominateur commun. C'est qu'il y ait de respecter la culture Hachang, les cérémonies et tout. Mais ça s'est fait. Et puis, ça se fait d'une manière très naturelle, parce qu'ils sont tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Et il faut le rappeler. Oui, nous sommes tous. Ouais, où que l'on soit dans le monde. On respecte la culture qui nous accueille. Voilà. Et puis, bon, on essaie de participer, c'est ce qui est important. Donc, les jeunes, le challenge qu'ils ont, c'était plutôt de pouvoir accueillir les gens qui viennent d'ailleurs. Et ça contribue à l'économie du village. Parce que tu as du tout. Tu as des commerçants qui s'installent, tu as des pêcheurs qui s'installent, qui pas concurrencer les pêcheurs les pêcheurs Hachang, mais qui ajoutent quelque chose à ce qu'ils font. Et puis tu as des gens, des bâtisseurs, des gens qui font des maisons qui viennent s'installer. Il y a des gens qui viennent développer même le village, qui sont installés là. Il y a beaucoup de choses, les écoles qui s'y créent. Ça fait que dans cette modernité apportée par les jeunes, ils ont apporté de la créativité. Malheureusement, la crise
que nous vivons actuellement sur le plan mondial a des répercussions. Et j'aimerais justement que demain, on puisse parler de vraiment du comment un jeune chef traditionnel peut arriver à gérer les conflits dans un village pour ramener la paix. On se retrouve demain, Zeus. Bonne journée. Oui, on se retrouve demain. Et apprêtez vos questions et appelez-nous si vous voulez. Exactement. On va décider ça ensemble. Téléphone, je le rappelle, vous êtes à l'étranger, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous souhaitez intervenir avec Zeus 00336 65 02 12 83. Parfait. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. L'Afrique d'une seule voix. Bien, 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 bien,
Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Bon matin diaspora, tous les mercredis, c'est le docteur Charlène Ongota qui nous apprend à parler peu et à parler mieux. Je lui ai posé la question de savoir quel était selon elle l'homme politique qui l'inspirait le plus en termes de art oratoire. Elle m'a parlé d'une femme, figurez-vous. Et cette femme, c'est une grande femme, Christiane Taubira, dont Paulin Yapoga écrit « La lumière de la pensée humaine, l'éloquence qui fait frémir, qui fait sangloter et donne du pep à la désespérance ». Je vous propose d'écouter le discours de Christiane Taubira. Elle était à cette époque ministre de la Justice française et ce discours, elle l'a porté à l'occasion de la cérémonie commémorative du 20e anniversaire du projet de la route de l'esclave. C'était à Paris le 10 septembre 2014. Écoutons Christiane Taubira et ensuite Dr Charlène Ongota. Bonjour, je suis Badila, fondatrice de Kimani Mag, le premier magazine en ligne pour adolescentes afrodescendantes. Retrouvez-moi tous les vendredis de 17h à 18h heure de Paris dans ma bulle d'ado, une émission qui donne la parole aux ados sur leur quotidien et qui interroge les adultes. Vous avez été ado, n'est-ce pas? Quel ado est chez vous? Et si c'était à refaire? Quels conseils donneriez-vous aux ados que je reçois tous les vendredis sur l'Afrique d'une seule voix? Enfin, une radio qui parle aux ados. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, vos éminences, distingués invités, j'avoue que j'ai gravi ces quelques marches avec une émotion encore me serrant le cœur après avoir écouté ces propos à la fois extrêmement poignants, extrêmement courageux et en même temps tellement chargés d'espoir de Michaël Jean, que je veux saluer encore d'ici. Je tenais à passer quelques minutes avec vous et je suis extrêmement heureuse d'être là. Il y a quelques mois, c'était en janvier 2014, je rassemblais ici, dans cette belle maison, où j'ai pris de très très bonnes habitudes depuis très longtemps, je rassemblais 2000 professionnels des milieux judiciaires, des magistrats, des hauts magistrats, avec des fonctionnaires modestes, des greffiers, des huissiers, des notaires, des avocats, des universitaires, des parlementaires, des militants associatifs, pour réfléchir ensemble sur ce que peut être la justice du XXIe siècle au service du citoyen, avec une attention particulière pour le citoyen vulnérable. Et ce matin, au Conseil des ministres, j'ai présenté la série de mesures que j'ai arrêtées après une consultation extrêmement dense, extrêmement riche. Et aujourd'hui, je me retrouve avec vous, ce même jour. Je ne suis pas superstitieuse, mais je puise volontiers dans les superstitions, parce que je trouve qu'elles ont d'abord plus de sensualité et plus de charme que le hasard, et aussi parce que dans ce monde où on ne comprend plus que les chiffres, les tableaux, les courbes, il nous faut refaire place à la sensibilité, à l'intuition, à l'erreur, au doute, à l'incertitude,
au questionnement, y compris spirituel. Il nous faut forcer le monde à cesser de vénérer le matérialisme, l'acquisition de biens, l'empilement, en même temps que l'indifférence à l'autre. Je n'étais pas à Ouida en 1994. J'y étais déjà allée, j'y suis retournée, mais je n'y étais pas. Mais j'ai suivi de près le lancement de ce projet de la route des esclaves. Je sais quel rôle y a joué Haïti et d'autres pays, comme le pays d'accueil, le Bénin. Mais je sais avec quelle ardeur Doudou Diène, le directeur de ce projet ici, et toute son équipe, et toutes celles, tous ceux qui ont fait vivre ce projet, avec quelle ardeur ils l'ont installé dans le programme de l'UNESCO, dans des programmes nationaux, dans des rencontres internationales et finalement dans nos imaginaires. Ce projet a permis de déverrouiller les mémoires nationales, a conduit chaque société à se retourner sur elle-même, à s'interroger et à se demander quel est l'enjeu de ce travail de mémoire. J'ai été invitée par le comité exécutif de l'UNESCO en 1998 lorsque j'ai déposé cette proposition de loi visant à reconnaître la traite négrière et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Je tenais à cette reconnaissance solennelle. J'avais conscience personnellement de n'en avoir aucun besoin. J'avais réglé mes comptes avec cette histoire. Je l'avais rencontrée au hasard de mes lectures dans des bibliothèques. J'avais souffert profondément. J'avais lutté contre la haine, contre la rage. J'avais trouvé la paix. Et pour écrire cette proposition de loi et son exposé des motifs, j'ai voulu scrupuleusement replonger dans cette histoire pour ne pas écrire une virgule d'erreur. Et cette replongée a été terrible. Mais j'ai voulu surmonter ce risque de naufrage. Et je l'ai surmonté, en fait, comme nos ancêtres ont surmonté la désespérance que pouvait produire ce système d'une extrême violence, d'une inhumanité sans nom. Nous ne pouvons pas accepter le naufrage. C'est pour cela qu'il fallait cette reconnaissance solennelle, poser des mots de la plus haute institution, la République, la res publica, la chose publique, la chose commune. Ceux qui sont en charge de cette chose commune posent ces mots solennels pour dire oui, ce fut, et c'est un crime contre l'humanité, et qu'il a frappé des victimes anonymes. Mais ces victimes anonymes ne sont pas que des victimes. Ce sont des survivants, ce sont des créateurs, ce sont des artistes, ce sont des guides culturels, ce sont des chanteurs, ce sont des inventeurs, ce sont des résistants, ce sont des combattants, ce sont des guerrières. Eugénie Dieki vous présente Bon Matin Diaspora sur l'Afrique d'une seule voix. Docteur Charlène Ongota, bonjour. Bonjour Eugénie. Alors la semaine dernière, tu as introduit donc le débat, le sujet, qui consiste à nous apprendre à parler peu et parler mieux. Et tu as donné l'exemple d'un couple, en fait c'est moi qui l'ai donné, l'exemple d'une femme qui reproche à son mari de ne pas rentrer à l'heure à la maison et à qui il faut pouvoir dire les choses simplement, argumenter, sans forcément s'énerver, parce qu'on est bien d'accord que une émotion négative ne permet pas justement de se faire entendre et de se faire comprendre. Alors j'aimerais qu'on parle aujourd'hui des hommes politiques et de leur prise de parole en public, pour ne pas dire de leur art oratoire. Est-ce que tu connais des hommes politiques dont l'art oratoire est vraiment important, et ce sont les hommes en fait qui sont doués pour ça? Est-ce que tu en connais des hommes politiques?
Oui, oui, bien sûr, j'en connais. Alors, les hommes et les femmes, d'ailleurs, politiques. Oui. Je sais que Christiane Taubira, par exemple, Ah pour oui. ne citer qu'elle, hein, c'est une très grande oratrice. Elle maîtrise non seulement les mots, mais elle maîtrise également son sujet. Et c'est vrai qu'il est difficile de coincer Christiane Taubira sur un sujet quel qu'il soit, hein, de toute façon. Donc, Oui. on a Christiane Taubira, on a également d'autres orateurs comme Dominique de Villepin, qui lui aussi est un très grand orateur, en tout cas à mon sens. Et il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que d'emblée, moi je citerai Christiane Taubira parce que pour moi, c'est l'une des figures contemporaines qui défend véritablement l'art oratoire. Alors il y en a d'autres, mais j'ai ce nom-là qui me revient à chaque fois, Christiane Taubira, pour l'amour qu'elle a des mots et pour le maniement qu'elle a du verbe, en fait, tout simplement. Tout à fait. Alors, tu nous parlais de la discussion, du débat, de la négociation, du discours, enfin, les différents exercices à utiliser, à faire lorsqu'on est dans une situation de prise de parole en public. Alors, pour les hommes politiques, dans quelle catégorie tu les mets? Alors, pour les hommes politiques, et c'est vrai que je n'avais pas eu la dernière fois le temps de revenir sur certains exercices, comme la négociation, très rapidement. La négociation, c'est typiquement un exercice dans nos pays africains qu'on retrouve au marché. Quand vous allez au marché, vous arrivez à la fin de la journée, et vous avez un commerçant en face de vous qui veut vous vendre quelque chose parce qu'il sait qu'il doit écouler sa marchandise avant la fin de la journée. Donc vous avez cette information en tête et vous savez que vous voulez acheter une paire de chaussures ou je ne sais pas moi, un tas de bananes, le tas de bananes qui reste. Donc en face de vous, vous avez un négociateur et vous-même vous êtes un négociateur. Donc vous venez avec l'idée d'acheter par exemple le tas de bananes à 1000 francs. Sauf que vous vous dites, bon, si je peux acheter à 500, pourquoi pas? Surtout qu'en plus, on est à la fin de la journée. Donc là, on est typiquement dans un exercice de négociation. Et la négociation, c'est pas forcément le fait d'avoir raison. Il faut pas avoir raison dans une négociation. On est dans un compromis. On recherche à gagner de part et d'autre. Qu'est-ce qui va faire que le commerçant en face de moi accepte de me laisser à 750 au lieu de 1000 francs ou 500 au lieu de 1000 francs? Donc ça, c'est un exercice qui demande beaucoup d'observation, beaucoup de dynamisme et surtout de distinguer entre les affaires et les émotions parce que parfois aussi ça peut monter dans les tours. Donc ça, c'est pour la négociation. Ensuite, on a le discours. Donc juste pour finir là-dessus, pour que tous les auditeurs comprennent qu'on a vraiment 4 exercices en général. Le discours, il est particulier parce que là, vous êtes seul à prendre la parole. Vous êtes en face d'un auditoire que vous devez convaincre. C'est un exercice qui est casse-gueule parce qu'en général, les gens sont stressés. On est stressé dans tous les exercices en art oratoire. Mais alors le discours, on a les mains qui tremblent, on ne sait pas à qui on a affaire. Et là, il y a des topos également, il y a des outils qui vous permettent non seulement d'être efficace dans votre prise de parole, mais surtout de maîtriser votre public, notamment en ayant une structuration dans votre propos qui ne noie pas, on va dire, le bébé dans le bain, hein, tout simplement, attirer l'attention de votre auditoire, pouvoir avoir une gestuelle et une tonalité dans la voix qui permettent vraiment de capter l'attention de votre public, mais surtout, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que vous avez besoin, pour cette force de persuasion, d'être crédible vis-à-vis du sujet que vous abordez. Tout à l'heure, on parlait des hommes politiques. Le problème de certains hommes politiques, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il faut se le dire, c'est que souvent, on a l'impression d'avoir affaire à des amateurs. Ce sont des gens qui ne respectent pas cette structuration dont on a besoin lorsqu'on est dans un échange ou lorsqu'on est dans un exercice type discours. Ils n'utilisent aucune émotion, donc c'est très platonique. On a l'impression que c'est mécanique et surtout pas de maîtrise du fond du sujet. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, il n'y a pas de référence à des auteurs ou des références à des références spécifiques. Donc ça fait que finalement l'exercice va dans tous les sens. Mais en même temps, Charlène, il faut dire qu'ils n'ont pas la tâche facile, nos hommes politiques africains. On va prendre un exemple. Il leur arrive bien souvent de discourir, hein, de prononcer un discours devant un public de jeunes qui ne sont pas du tout, on va dire, calmes, qui leur envoient des insultes, qui sont agressifs verbalement. Et du coup, quel homme politique ou quelle femme politique peut rester soft
dans une telle situation en fait? Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces hommes et femmes politiques? Alors, le conseil que je peux donner, et c'est l'un des conseils qui revient très souvent pour un exercice comme le discours ou même le débat, c'est vraiment de connaître son public, de connaître les attentes de son public. Souvent, on parle pour soi, alors que parler, c'est un échange avec son auditoire. Et ça, il faut pas l'oublier, c'est un échange. C'est un moment de plaisir qui permet justement de partager des informations, mais de tenir compte des gens qu'on a face à nous. Et qu'est-ce qui arrive? Le problème, c'est que les hommes politiques en général ne prennent pas le temps de se renseigner sur l'auditoire qu'ils auront face à eux au moment où ils prendront la parole. Il y a des techniques. Quand on maîtrise son auditoire, on sait comment on va agencer la présentation de son discours de manière à désamorcer, à anticiper ces insultes qu'on peut effectivement retrouver de part et d'autre de l'auditoire qu'on peut avoir face à soi. Et puis, c'est pas très commun quand même de se faire insulter. Il faut vraiment avoir fait quelque chose en général de très cocasse pour pouvoir recevoir comme ça de son auditoire soit des pots de banane ou des insultes en plein visage. Mais quand on arrive à trouver les mots justes, soit à reconnaître effectivement qu'on entend la colère de notre auditoire, et ça demande de la recherche au préalable, de savoir qu'on a affaire à des jeunes, ou de savoir qu'on a affaire à des cadres, ou de savoir qu'on a affaire à des chômeurs. Et donc, si on a affaire à des chômeurs, on ne leur parle pas comme si on avait affaire à des cadres. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes, tout simplement. Donc, il faut vraiment maîtriser les attentes de son auditoire, et ça, c'est vraiment un conseil sur lequel j'insiste au quotidien parce que c'est important. Docteur Charlène Ongota, merci infiniment de nous avoir éclairé aujourd'hui encore, mercredi, sur l'art oratoire qui nous enseigne à parler peu et parler mieux. J'aimerais que la semaine prochaine, on parle d'un art oratoire assez particulier qui est propre à des personnes qu'on pense intelligentes, qui ont fait Sciences Po notamment ou l'ENA. C'est la langue de bois. Avec plaisir. Je tâcherai vraiment de bien préparer cette chronique pour effectivement aussi parler de ce tabou qui fait en sorte que finalement, on ne prenne pas certains orateurs au sérieux parce qu'on se dit, oulala, on va être encore dans de la langue de bois. Donc, avec plaisir pour parler de ce sujet. Merci Charlène. À mercredi prochain. Et je rappelle que ceux et celles qui voudraient poser des questions sur cet art oratoire, vous nous appelez. Vous êtes à l'étranger, vous composez le 00336 65 02 12 83 et pour vous qui êtes en France, c'est le 06 65 02 12 83. Bonne journée Charlène. Bonne journée Eugénie. À mercredi. À mercredi. Kenywe kubia stress zintami mpaka chupa wenywele munde kenywe kubia stress zintami mpaka chupa wenywele omwenge kunyumisa nnyo ebala omwenge kunyumisa nnyo bubaga mpaka kunde Popisa kende kunondekela entondo ametwenyela n'omwenge abantu benyela n'echenge abamu banyaze mawe champagne n'ebbereya waliyo omwenge bigere bambito yasechupa nwana yeto yasechupa omwenge ne woba tolina nsimbi waliyo abalodi abadugaza emmeeza tuuka wali gw'omusute omuyite nti memba Munde kenywe kubia stress zintami mpaka chupa wenywele munde kenywe kubia stress zintami mpaka chupa wenywele ebyancha lelo kanywemu komoli mbela yo Monday to Sunday Zineza kaunga nzitoddeko kanywemu nsanyusa obulamu guno omwenge gwe gwawasa nnyabo oyamanja mumuwe eccupa
oli mumuwe chupa landlord mumuwe chupa anyokoza manja mu bitabo tunabalankera tunera bankera. Please wait, add me, I don't have time to waste. Mundeke nywe kubia stress zintami mpako chupa mundeke nywe kubia stress zintami mpako chupa onabola mu bubinyo funanga yakadoso nukemu bamba omero fege wala lavagala shisha waliwa fira kundeku nga yawomerwa ndeku waliwa unzike chupa chupa kuchupa mundeke nywe kubia stress zintami mpako chupa mundeke nywe kubia stress zintami mpako chupa. Eugénie Dieki vous présente Bon Matin Diaspora sur l'Afrique d'une seule voix.